Bonjour à tous, on se retrouve du coup pour ce Maestrix sur les 5 erreurs à ne plus faire pour les PM en reconversion avec Benoît qui va nous présenter l'ensemble de ces erreurs. Ça va se dérouler sur 45 minutes. D'abord, je vais faire une petite intro sur Maestro et l'ensemble des formations que nous on propose en Product Management. Ensuite, Benoît va balayer ces 5 erreurs à ne plus faire et répondre à vos questions en même temps. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, on les prendra en compte et on y répondra. Donc, tout d'abord, Maestro, on est une école de la tech et du product management. Donc, nous, on forme des product managers et des professionnels du no-code en freelance notamment. Sur des programmes en présentiel ou en distanciel, donc en cours du soir ou en cours toute la journée. Nous, on a des formations qui vont arriver très bientôt, donc si jamais ça peut vous intéresser au fil de la discussion et du Maestrix, vous pouvez bien sûr contacter Osvan, dont le contact est juste là sur la slide. Donc nos prochaines formations sont notées aussi sur la slide, donc une formation pour le product management le 8 avril en distanciel, en présentiel le 3 juin et de no-code le 13 mai. Donc, qui est Benoît? Je pense que je vais laisser se présenter très rapidement, peut-être. Yes, ça marche, pas de souci. Je peux commencer à partager mon support à la limite, puisque j'ai un une petite slide dessus. Hop, je fais ça. Bonjour à tous, en tout cas, je crois que je vois certains alumni, ça fait plaisir de vous revoir. Tac, je suis en train de partager l'écran. J'enlève le mien. Ah, c'est peut-être pour ça. Tac. C'est bon? Alors, attends voir. Hop. Tu sais quoi, sinon je vais partager directement l'écran, ce sera aussi simple. Hop. Et voilà. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Normalement, oui. Je vous ai mis sur un deuxième écran. Super, nickel. Donc là, c'est plutôt cool. J'ai deux écrans, donc je peux voir vos questions en même temps. Hop. Tac, je mets en plein écran. Hop. Du coup, voilà, la petite slide qui va très vite. Le but, c'est pas de parler de moi, mais plutôt de parler des PM en reconversion. Mais moi, voilà, Benoît, ça fait voilà, à peu près 8 ans, si on fait le calcul de 5 plus 1 plus 2, que je gravite dans le domaine du produit, essentiellement côté product manager, ce qui vous intéresse. J'ai été head of product, j'ai été aussi EPM, qui est un peu une sorte de technical product manager. Et depuis 2 ans, j'ai créé Chouette Coach avec un ami. Et maintenant, je fais un peu moins de product management pur et dur, mais un peu plus d'humain. Donc du coaching, de la formation. J'interviens aussi en école pour former les product managers de demain, du coaching en entreprise. Et justement, maintenant, là, ça fait quelques mois que je fais du coaching chez Maestro. Voilà, Kiena et Marianne qui m'ont contacté. Et du coup, c'est tout bête. J'ai un peu regardé tout ce que j'observe à chaque fois et tout ce que je vous raconte à chacun d'entre vous pendant les séances de coaching. Et je me disais, en fait, il y a plein de choses que je dis les mêmes choses à tout le monde. Autant centraliser tout ça dans un document. Et si ça peut vous aider, tant mieux. Trop bien. Moi, je vais vous faire une petite pause dans cette présentation, juste pour vous demander de vous présenter, vous rapidement, qui nous regardez, pour savoir un peu d'où vous venez, ce que vous faites comme métier actuellement. Donc, il y a un petit sondage normalement qui va apparaître sur votre écran. Je n'ai pas de connexion Internet. Ah, nickel, il y a le petit sondage. Apparaître sur votre écran. Normalement, c'est bon pour tout le monde. Ok. Est-ce
que tu as les petits résultats, toi, Kenna, dans ton Hop. interface? Ouais, j'ai 14 personnes qui sont déjà PM ou PO. Ok. J'en ai 5 qui sont entrepreneurs freelance, 3 qui sont dans des métiers autres, donc qui semblent pas avoir de rapport avec le product directement. Et voilà, d'autres métiers qui sont marketing, communication, chef de projet. Ok. Mince, je vais être utile qu'à 3 personnes. Tous les autres sont déjà dessus. Ok, non, c'est super intéressant. Après, c'est super cool. S'il y en a déjà plein qui sont PM, c'est que bah, le bootcamp a porté ses fruits. Donc, c'est chouette. Bravo à vous. Est-ce que tu as d'autres choses à dire en intro, Kenna? Non, pour moi, c'est très bien. Tu peux y aller. Eh ben, c'est parti alors. Voilà, quand je regarderai pas en face de la caméra, c'est que je regarderai le chat. Donc, vous inquiétez pas. C'est pas que je fais autre chose en même temps. Et ben, on enchaîne directement sur les 5 points qu'on va aborder ensemble. Le premier, qui est celui que je rencontre vraiment tout le temps, c'est le syndrome de l'imposteur. Ensuite, on va regarder un peu votre pitch, comment le muscler un peu et le mettre en avant. Le fait de miser sur la commu, bah, notamment Maestro. Le fait de ne pas hésiter à postuler et un peu se jeter dans le grand bain. Et on va terminer par le fait d'être un peu ouvert quand même en tant que personne en reconversion. Donc, on rentre dans le vif du sujet avec le syndrome de l'imposteur. Je pense que c'est 99%. Il y a juste une personne hier qui m'a dit moi j'ai pas trop le syndrome de l'imposteur. Je lui ai dit ah bah ça change. Mais toutes les autres personnes là, bah, je vous ai compilé certains des retours que j'ai pu entendre dans mes séances ou par Slack. Voilà, des trucs tout bêtes. Je vois pas ce que je vais pouvoir apporter à une entreprise. Je sens un gros syndrome de l'imposteur qui va s'abattre sur moi. En faisant mon CV, j'ai l'impression d'être un imposteur. J'ai l'impression de rien savoir faire et je n'ai aucune chance. Bon, un peu pessimiste. Le j'ai aucune chance, je le craque un peu dès le début, mais déjà, soit vous avez un peu la vision du Jean-Claude Duss, bah, n'hésitez pas à essayer. Hein, si vous pensez vraiment que vous avez aucune chance sur un malentendu, ça peut le faire. Ou la version un peu plus pessimiste, si vous pensez vraiment que vous avez aucune chance, bah, pourquoi vous vous êtes inscrit à ce bootcamp en fait vous l'auriez pas fait, vous n'auriez pas dépensé vos sous, donc c'est faux que vous pensez que vous avez aucune chance. Donc ça, vous pouvez l'oublier. Et sur le côté syndrome de l'imposteur, pour un peu le casser, parce que c'est vraiment le truc où on se dit à chaque fois, mais ils ont tous ce syndrome de l'imposteur, comment les aider là-dessus et casser le truc. Bah, c'est un peu tout con, hein. Je suis reparti en mode disserte de philo, mais on repart un peu de la définition d'un imposteur sur Google. Et un imposteur, c'est une personne qui abuse de la confiance d'autrui par des mensonges en usurpant une qualité. Moi, toutes les personnes avec qui j'ai discuté en séance de coaching, j'estime que c'était pas des menteurs. Donc normalement, vous n'êtes pas des imposteurs. Et ça, c'est vraiment le truc le plus important, c'est que finalement, si vous ramenez en entretien ou que sur votre CV, vous marquez des expériences qui n'existent pas, en mettant en avant des qualités que vous n'avez pas. Si pendant l'entretien vous dites oh bah moi ça fait 10 ans que je roule ma bosse dans le produit, voilà, je suis pas expert mais honnêtement je m'y connais pas mal, etc. Bah oui, vous seriez un menteur, donc vous seriez un imposteur. Mais il n'y a aucune personne qui m'a raconté des choses comme ça. Vous êtes même à vous souvent l'inverse, à un peu vous sous-estimer, à vous rabaisser, en disant ah bah moi je sais pas trop encore comment mettre en avant mes qualités, etc. Vous faites presque l'inverse. Et donc vous êtes vraiment à l'opposé d'un imposteur. Donc ça, faut vraiment oublier. C'est-à-dire que moi, à chaque fois que je discute avec vous, bah, vous vous présentez comme des gens en reconversion, souvent vous avez plein d'autres expériences avant qui sont super intéressantes, et on va voir qu'elles sont valorisables, mais vous vous présentez jamais comme des experts du produit. Donc vous êtes jamais dans cette posture d'imposteur. Et ça, honnêtement, vous pouvez vous regarder droit dans les yeux dans le miroir et oublier ce truc-là. Voilà, vous le prenez, vous le mettez à la poubelle et vous vous dites bah voilà, je suis pas un imposteur, je peux candidater, il y a aucun problème. Donc vraiment, ce truc, c'est avant tout un travail sur vous. Mais voilà, tant que vous racontez pas des cracks pendant vos entretiens ou que vous rajoutez pas des lignes sur votre CV que vous n'avez pas fait, bah en fait, vous n'êtes pas un imposteur. Donc rassurez-vous vraiment là-dessus et il n'y a aucun recruteur qui se dit ça. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce que je mets dans la slide d'après, tout en bas. Mais en fait, si jamais vous êtes convoqué à un entretien, bah, c'est que vous avez passé l'étape de screening. Donc ça veut dire qu'il y a un RH ou quelqu'un qui a regardé votre CV. Et encore une fois, si vous n'avez pas menti sur votre CV, bah, il a bien vu que vous n'aviez pas 20 ans d'expérience dans le produit, que c'était pas votre métier de base, que vous aviez fait d'autres choses avant, et il vous a quand même invité à l'entretien. Donc en fait, il n'y a aucun problème. Il est au courant de ça. Il n'y a pas besoin d'arriver et se dire merde, comment je vais pouvoir mettre en avant mon truc. Il y a aucun problème. Donc ça, c'est vraiment le premier truc, c'est vous prenez pas la tête avec ça et vraiment affranchissez-vous de ce syndrome de l'imposteur. L'autre truc aussi pour un peu vous aider à s'affranchir de ce syndrome, c'est souvent différencier les hard skills et les soft skills. Bah, le product manager, ce qui est un peu ingrat, hein, mais c'est qu'il est expert de rien, mais il doit s'y connaître un peu en tout. Il va plutôt s'entourer d'experts,
des devs, des gens du marketing, des gens du commerce, des gens du customer success, des gens de la data, des gens du design, etc. Et lui, son but, c'est justement de discuter avec tous ces experts-là et à la fin de bâtir une vision produit qui fédère toutes ces personnes-là. Et en fait, pour faire ça, c'est avant tout des soft skills. C'est être capable d'aller discuter avec plein de gens différents, adapter son discours, proposer une vision, argumenter ses choix, récupérer la data là où elle est. Mais il n'y a pas vraiment énormément de hard skills qu'on attend d'un PM. Et l'avantage, c'est que en général, les soft skills, vous qui êtes en reconversion, vous en avez déjà plein. Parce qu'en fait, justement, vous n'êtes pas un junior qui sortait d'école. Vous avez déjà fait plein d'autres choses avant. Et du coup, vous avez déjà ces soft skills. Du coup, plutôt bonne nouvelle. C'est-à-dire que sur la fiche de poste d'un PM, le truc qu'on attend le plus, vous l'avez déjà. Donc, encore un truc en moins pour le côté imposteur. L'autre truc aussi, c'est que les hard skills sont beaucoup plus faciles, entre guillemets, à combler que les soft skills. C'est-à-dire que si vous savez pas faire un story mapping, vous allez apprendre à le faire sur le tas. Maintenant, par contre, si vous savez pas faire preuve de pédagogie ou d'empathie, c'est un peu le travail d'une vie que d'acquérir ces compétences. Donc, ça va mettre beaucoup plus de temps. Et moi, typiquement, quand je recrutais des PM, je préférais quelqu'un qui avait beaucoup moins de hard skills, mais qui avait des super soft skills où je me disais, lui, il va s'intégrer dans l'équipe, il va réussir à fédérer les gens, il va réussir à argumenter ses choix, etc. Et il apprendra sur le tas le côté métier que l'inverse. Donc, ça, pareil, bonne nouvelle. En général, la plus grosse compétence qu'on attend, vous l'avez. Vous avez aussi des tas de compétences souvent qui sont transposables. C'est-à-dire que, je sais pas moi, si vous avez été commercial dans le passé, il y a des tas de choses que vous avez fait en tant que commercial qui sont transposables côté PM. Le PM, d'une certaine manière, il doit un peu aussi vendre sa vision, vendre son produit. Donc voilà, si vous avez été dev avant, vous avez plein de compétences tech qui sont transposables. Donc pareil, il faut pas se dire merde, j'ai 0 compétences PM. Non, vous les avez pas toutes, mais il y en a déjà plein que vous pouvez remobiliser. Et surtout, et ça c'est le truc aussi sur lequel en général on aide le plus les personnes en séance de coaching, c'est que vous avez souvent déjà fait du produit, mais sans le savoir. Soit parce que votre intitulé n'était pas celui-là, soit parce que vous-même, vous faisiez des choses, mais vous saviez pas quel mot mettre dessus, et il se trouve que c'était du produit. Mais par exemple, lors de la dernière promo, il y a une personne qui était commerciale, et elle me raconte un peu ce qu'elle faisait quand elle était commerciale. Et typiquement, elle me dit, donc elle était commerciale chez un éditeur SaaS, et elle me dit, tiens, à un moment, je me rendais compte que entre l'équipe tech et l'équipe commerce, ça dialoguait pas. On n'avait pas de vision commune, on n'était pas alignés, il y avait des silos. Les commerciaux vendaient certaines choses, les développeurs développaient d'autres choses, et il n'y avait pas de communication. Je lui dis, ok, qu'est-ce que tu as fait du coup? Il me dit, moi, en fait, j'ai essayé de mettre en place des process pour réunir ces deux entités. J'ai créé un Slack commun, il n'y avait même pas Slack. J'ai fait des ateliers où finalement les commerciaux remontaient les besoins principaux des prospects, les techs essayaient d'apporter une solution, et ainsi de suite. Et je lui ai dit, en fait, tu as fait du produit. En fait, c'était justement la personne qui est entre le business et la tech et qui essaye de créer une vision entre les deux et qui essaye de fédérer des gens autour. Donc il me dit, ah ouais, putain, effectivement, je savais pas. Et en fait, à partir de là, en entretien, déjà, ça change tout. Parce qu'il peut dire, ok, j'étais commercial, 70% de mon rôle, c'était d'être commercial. Maintenant, en fait, sans le savoir, j'ai fait une activité de product manager. Voilà. Donc ça, c'est hyper important aussi. Et ça, n'hésitez pas auprès des intervenants, des coachs ou entre vous, de vous challenger, de vous dire un peu, ok, dans toutes mes expériences, qu'est-ce que je peux faire ressortir qui était en fait du ressort du produit. Voilà, il n'y a pas non plus de parcours type pour être PM. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. C'est que souvent, vous vous dites, ah, mais moi, je suis en dehors des sentiers battus parce que je suis en reconversion. Mais en fait, il n'y a pas de sentiers battus dans le secteur du produit. Donc, c'est plutôt l'avantage, c'est que tout le monde est en dehors des sentiers battus. Voilà, moi, quand j'étais en école, il n'y avait pas de parcours product, etc. Maintenant, il y en a, c'est plutôt cool. Mais avant, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas Maestro, il n'y avait pas les bootcamps, il n'y avait rien du tout. Donc, il y a personne qui est arrivé dans le secteur produit de la même manière. Tout le monde arrive d'horizons différents. Tous les chemins mènent un peu à Rome. Et du coup, vous aussi, votre chemin, il mène au secteur du produit. Et il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voire même, vous pouvez être un peu justement le mouton à 5 pattes que va rechercher une boîte. Par exemple, il y a une alumni que j'avais aidé qui passait des entretiens dans une boîte pour être first PM. C'était un peu le job de ses rêves. Je l'ai un petit peu aidé sur son étude de cas. Il se trouve qu'elle a été prise, elle était trop contente. Mais après, c'est elle qui avait justement dit ah, mais par contre, je sais pas du tout ce que je vais leur apporter et il y a un gros syndrome de l'imposteur qui va s'abattre sur moi. Bon, déjà, le syndrome de l'imposteur, c'est pas une fatalité. C'est vous qui décidez qui s'abat sur vous. Hein, c'est pas quelqu'un qui va vous le faire tomber dessus. Et au-delà de ça, ce qui était intéressant, c'est que finalement, la boîte qu'elle a rejoint, c'est une boîte qui aide les patients atteints d'une certaine maladie
à être accompagné. C'est une application qui vise à proposer du contenu, à être accompagné, à avoir un suivi, etc. Et en fait, cette personne, justement, elle était atteinte de cette maladie. Donc en fait, bah, c'était tout sauf une impostrice. Moi, par exemple, si j'avais eu le job, ok, j'étais senior côté produit, mais j'étais vraiment junior côté domaine métier, maladie, etc. Elle, bah justement, elle avait déjà la connaissance métier, l'empathie qu'elle pouvait avoir pour les utilisateurs. Elle utilisait déjà l'application d'ailleurs. Donc en fait, typiquement, si on avait tous les deux postulé, elle partait largement devant moi. Donc, et typiquement, bah, je pense que la boîte s'est dit, ok, c'est pas un PM d'expérience, mais par contre, elle connaît super bien le métier et c'est top, quoi. Donc ça, voilà, hésitez pas là-dessus à vous dire que vous êtes un peu unique et vous êtes singulier et vous êtes peut-être la personne que recherche une boîte. Je regarde un petit peu le chat, je vois qu'il y a quelque chose. Contre le SI, se rassurer en repensant des reconversions précédentes ou de gros changements de poste où finalement c'est passé sans casser. Ouais, carrément, c'est vrai que parfois, sans faire des reconversions, bah, peut-être qu'au sein de votre boîte, un moment, on vous a proposé, tiens, au fait, ça te dit de passer sur telle équipe ou de prendre tel poste ou machin, et bon, vous vous êtes dit oui, vous n'avez pas changé de boîte, donc vous n'êtes pas dit que c'est une reconversion et tout ça, mais en fait, c'était peut-être tout aussi impressionnant, quoi, et tout s'est peut-être bien passé. Donc en fait, faut pas, effectivement, faut pas non plus diaboliser la reconversion et en avoir trop peur. Hop, je passe à la slide d'après. Oh, attendez, pourquoi ça bug? Hop, voilà. Si vous avez d'autres questions sur le syndrome de l'imposteur, n'hésitez pas. Et puis de toute façon, on peut aussi prolonger par Slack, hein. Moi, je suis sur le Slack de Maestro, donc il n'y a pas de souci. Le deuxième thème, c'est muscler votre pitch. Voilà, j'ai repris la petite vidéo de 98 d'Aimé Jacquet. Alors là, c'est pas interactif, vous pouvez pas me répondre à l'oral, mais si je vous dis à quoi correspond ce chiffre 100%, je vous spoil en vous donnant la réponse, mais c'est le nombre de personnes que j'ai vu en séance de coaching chez Maestro, à qui j'ai fait réécrire leur pitch. Donc soit le petit pitch qu'ils mettent en haut de leur CV, là, le petit paragraphe où ils se présentent, soit le pitch qu'ils font à l'oral quand ils se présentent. Et ça, il n'y a pas une personne qui est pas passée. Euh, Parce qu'en fait, le gros souci de votre pitch, c'est que il est souvent très très générique. En fait, c'est quelque chose qui, d'ailleurs, il y a même une personne qui m'a dit, ah bah oui, c'est vrai, d'ailleurs, moi je l'ai fait écrire par ChatGPT. Bon bah ça se voyait, quoi. Et il est très très générique au point que, en fait, je crois que c'est ce que je mets dans la slide d'après. Ah non, ce sera la slide d'encore après. Au point que je pourrais effacer votre nom en haut du CV et mettre le nom de n'importe quelle autre personne de la promo. Bah le pitch il fonctionnerait encore. Ça, c'est un vrai problème. Ça veut dire qu'en fait, c'est plus un pitch qui est propre à vous. C'est juste une phrase lambda. Souvent, c'est des trucs du style oh, depuis toujours, je suis super motivé d'apporter de l'impact auprès des utilisateurs au travers de produits digitaux et innovants. Honnêtement, c'est bullshit. Enfin, c'est pas vrai. Ou alors, bah, depuis tout temps, vous seriez déjà product manager. Donc ça, à la limite, vaut mieux pas en mettre dans ce cas. Si c'est pour faire un pitch un peu comme ça, tiède, vaut mieux pas en mettre. Mais par contre, vous avez plein de trucs à raconter. Déjà parce que vous êtes unique. C'est un peu ce que je vous disais juste avant, mais vous avez votre histoire, vos compétences, vos forces, vos faiblesses, votre personnalité. Vous êtes en reconversion en fait, donc vous avez presque plus de trucs intéressants à raconter que, je sais pas, moi demain si je postule en tant que PM dans une boîte, elle va me dire ah pourquoi t'es PM, je vais peut-être lui dire je sais pas parce que j'ai toujours fait ça, ce qui est un peu nul comme réponse. Bah vous il y a une vraie démarche, c'est-à-dire que vous faisiez quelque chose et vous êtes dit bah je ne veux plus faire ça, je veux faire autre chose, à savoir du produit. Il y a forcément une démarche dans votre tête. Personne vous avait mis un pistolet sur la tempe pour vous dire maintenant tu vas être product manager. Non, il y a plein d'autres métiers possibles. C'est bien que vous, il y a un truc qui vous a attiré là-dedans. Et il y a un truc qui vous a un peu frustré dans votre job d'avant. Bah, en fait, c'est ça qui nous va nous intéresser. Enfin, je dis nous, les recruteurs, les entreprises, c'est de savoir, mais en fait, qu'est-ce que vous faites là aujourd'hui? Pourquoi vous êtes en face de nous aujourd'hui? Et qu'est-ce qui fait que c'est quoi votre histoire, votre trajectoire un peu singulière qui fait qu'aujourd'hui, bah, vous êtes passé d'un poste X à aujourd'hui un poste de product manager. Et ça, c'est hyper intéressant en fait. Et à chaque fois que je discutais avec les gens, bah, je devais un peu leur tirer les verres du nez, mais au fur et à mesure qu'ils discutaient, bah, en fait, il y avait tout le temps des trucs hyper passionnants. Ah bah moi c'était ça qui me frustrait dans mon métier d'avant, moi c'est ça qui m'intéresse dans le métier de produit. Ah ok, bah là on touche du doigt le truc à mettre en avant dans ton pitch. Et à chaque fois c'était pour des raisons différentes, parce que justement vous n'êtes pas tous passés par la même trajectoire, et c'est ça qui va intéresser le recruteur. Donc ce que je vous disais, c'est si votre pitch fonctionne sur le CV d'un autre, c'est un truc très très binaire, hein, mais ça vous permet tout de suite de savoir est-ce que mon pitch il est foireux ou pas. Voilà. Vous prenez le pitch, vous dites est-ce que ça marcherait si je prends l'autre personne au bout de la classe? Si ça marche, votre pitch il est à refaire. Par contre, si ça parle d'un truc unique que vous avez vécu, bah là c'est good.
Ah tiens, il y a des petits emojis qui n'apparaissent pas en plein écran. Misez vraiment sur votre singularité et votre histoire à vous. Ça, c'est vraiment le plus important, mais c'est ça qui nous intéresse, hein. À la fin, l'entreprise, ça reste de l'humain et on recrute un humain, on recrute pas une fiche de poste ou un métier. Et nous, on veut savoir vraiment, mais qu'est-ce qui vous différencie du voisin, en fait. Souvent, c'est ce que je vous dis, mais vous avez encore plus de trucs à raconter que les autres, donc vraiment, ne vous rabaissez pas. En fait, encore une fois, vous avez eu une démarche proactive et c'est assez courageux et tout à votre honneur de vous dire, bah maintenant, je vais me reconvertir sur ce métier-là. Donc racontez-nous pourquoi. C'est aussi bête que ça. Qu'est-ce qui a déclenché ça dans votre tête? En plus, là, ça fait que parfois vous mettez votre carrière en pause. Financièrement, c'est un peu plus compliqué. Vous repartez à zéro, donc vous avez tout ce qu'on a dit avant, le syndrome de l'imposteur et tout. Donc c'est une démarche qui a rien de facile. Donc vous n'avez pas entrepris cette démarche par facilité. Vous l'avez entrepris pour d'autres raisons. Et c'est vraiment ces raisons à mettre en avant. Ce qui est cool pour un peu vous aider comme ça à créer votre pitch et de créer votre narratif, c'est d'identifier un peu les frustrations que vous aviez dans votre métier d'avant. Par exemple, l'autre promo, il y avait beaucoup de commerciaux et il y en avait un, il me disait, bah moi en fait j'en ai un peu marre de vendre un produit sans forcément savoir ce qu'il fait, sans forcément avoir de l'impact sur la construction du produit, être un peu plus les mains dedans, pouvoir changer la trajectoire du produit, pouvoir être au contact des utilisateurs. Ok, j'ai vendu le produit, mais derrière, est-ce que l'utilisateur il est heureux, pas heureux, comment je pourrais l'aider? Bah ça c'est cool. Et donc ce qui est pratique, c'est d'identifier tout ce qui vous frustrait, tout en restant positif. Hein. Dans l'entretien, faut pas dire bah ça ça me saoulait dans ma boîte d'avant, mais plutôt d'identifier les trucs où vous vous êtes dit bah ça j'aurais aimé aller plus loin là-dedans. Et ça c'est ce qui va vous permettre de construire votre pitch. Et ensuite un petit réflexe que vous avez tous, mais pas que vous, hein, tous un peu de manière générale, tout le monde en France on va dire, c'est de raconter notre CV de manière chronologique. Donc de dire bah d'abord j'ai fait l'expérience A, puis B, puis C, puis D. Et en fait, d'une part, c'est un petit peu monotone, ennuyeux, mais surtout, dans votre cas à vous, vu que vous êtes en reconversion, ça veut dire que vous allez commencer votre présentation par votre expérience qui est la plus éloignée du produit. Donc c'est un peu paradoxal. Oubliez un peu ce truc chronologique, racontez dans l'ordre un peu que vous voulez, et voire même racontez peut-être d'abord les expériences les plus récentes, parce que c'est sans doute celles-là qui vous ont fait basculer et qui vous ont fait comprendre que, ok, en fait, bah, j'ai plus envie de faire ça et j'ai envie de faire du produit. Souvent, c'est dans vos dernières expériences qu'en fait, bah, vous avez peut-être été en interaction avec des PM, avec des équipes tech ou autres. Souvent, bah, vous avez découvert le secteur du produit récemment et du coup, vous vous êtes dit, ah, mais putain, en fait, ce truc, ça a l'air intéressant. Donc, à la limite, parlez en premier de la dernière expérience ou en tout cas de celle qui est la plus importante à vos yeux en vue de votre conversion. S'il y a des questions, surtout n'hésitez pas. Et puis de toute façon, vous pouvez aussi vous répondre entre vous dans le chat. Miser sur la communauté. Donc ça, c'est un truc qui est souvent un peu oublié. Mais finalement, qui peut mieux vous comprendre, vous, qu'une personne qui est passée par les mêmes questionnements? En fait, moi, je me rends compte que parfois, en séance de coaching, je vous dis des trucs. Ou bien là, par exemple, pendant le webinaire, je vous dis des choses. Peut-être que ça va vous glisser comme ça sur le corps et que finalement ça va s'envoler. Euh, Pourquoi? Parce que mine de rien, moi, c'est facile, lui il dit ça, mais il est PM depuis 10 ans. Et donc ça peut être super intéressant, vous, que vous alliez discuter avec des personnes qui sont passées par les mêmes épreuves que vous, on va dire, donc des alumni, que ce soit maestro ou autre, hein, mais en tout cas des gens qui ont fait une reconversion. Là, par exemple, je vous mets un petit screen où moi justement j'ai contacté une alumni en lui disant bah tiens, je suis en train d'échanger avec telle personne en séance de coaching. Les questions qu'elle a, le parcours qu'elle a, le mindset qu'elle a me fait beaucoup penser à toi. Bah tiens, est-ce que tu serais ok pour discuter avec elle? Et finalement, ce que va lui dire une alumni aura sans doute beaucoup plus de poids que ce que moi je vais dire. Elle va peut-être dire exactement la même chose, mais si ça vient de quelqu'un qui est passé par les mêmes galères, les mêmes questionnements, bah c'est logique, hein, ça a plus de poids, ça a plus de crédibilité entre guillemets. Donc ça, franchement c'est super cool d'avoir un Slack Maestro comme ça. Avec autant de personnes dessus. C'est une mine d'or. Et n'hésitez vraiment pas, que ce soit voilà, les alumni, les intervenants, les coachs, d'autres personnes. Il y a aussi des channels où il y a plein de gens que vous connaissez pas. Sur LinkedIn aussi, n'hésitez pas. Franchement, LinkedIn, les gens, ils sont hyper ouverts pour discuter avec des inconnus. Voilà, moi, très souvent, il y a des gens qui me contactent. Est-ce qu'on pourrait parler de ça? Bah oui. Ok, je vais pas lui dire non, je t'aime pas. Je le connais même pas. Donc franchement, la communauté, c'est hyper puissant. Je vous disais tout à l'heure que vous étiez unique et qu'il fallait miser sur votre singularité. Maintenant, là où vous n'êtes pas si unique que ça, c'est que globalement, tout le monde se pose quand même les mêmes questions dans votre cas. Et je pense que vous le voyez au jour le jour en discutant avec vos collègues de promo. Euh, donc là-dessus, dites-vous que si vous vous posez une question, très probablement que d'autres se la sont posées avant.
Donc autant aller voir ces gens qui se sont posés les questions et qui ont peut-être déjà trouvé des éléments de réponse qui peuvent vous aider. La commu maestro, c'est quand même à vie, donc ça c'est quand même chouette. C'est quand même rare de pouvoir être inscrit sur un Slack à vie avec toute une commu, donc franchement, n'hésitez pas à l'exploiter, c'est vraiment top. Ce que je vous avais parlé autour de vous, et idéalement, alors ça c'est ce qu'on se disait souvent avec Kenna ou Marianne, mais c'est n'hésitez pas aussi à redonner à votre tour. C'est-à-dire que si vous avez sans doute été super content à un moment qu'un alumni ou que quelqu'un vous fasse un Rex, vous aide, réponde à vos questions, vous parle de lui, comment il s'y était pris et tout. Limite, c'est top de se dire, tiens, prochaine fois qu'on me contacte pour faire un Rex ou pour aller prendre un apéro avec des alumni, ok, je suis chaud, quoi. Ce serait top de pouvoir redonner un peu à votre tour et que quand on vous envoie un petit message en mode alors, tiens, 3 mois plus tard, toi, ça donne quoi? Est-ce que tu serais chaud pour parler de ton expérience PM? Non, non, j'ai pas le temps. Il y a pas de souci, hein, il y a des gens qui ont pas le temps, mais voilà, c'est top aussi de redonner un peu à la commu parce que c'est comme ça que fonctionne une communauté. Alors, je vois une question dans le chat. Je postule à des offres de POPM où il est demandé une première expérience de 1 ou 2 ans, que je n'ai pas encore. Je mets en avant mes soft skills et compétences transférables dans mes candidatures et entretiens, mais je reçois des réponses négatives car je n'ai pas cette première expérience. Pareillement, toutes les offres demandent cette fameuse première expérience. Comment passer cette barrière? C'est marrant parce que je fais aussi des formations en école et ils ont un peu tous ce problème de dire mais ils nous demandent tous de l'expérience, mais en fait on sort d'école, on n'a pas d'expérience. C'est un peu ce que je mets plus tard aussi, mais faut pas se décourager entre guillemets, il faut pas hésiter à continuer à postuler parce qu'à un moment tu vas peut-être tomber sur une boîte qui justement est un peu plus ouverte. Donc ça c'est le volume aussi de candidature qui va te permettre au bout d'un moment de toucher la boîte qui sera plus ouvert à ce truc-là. Deuxième truc, c'est aussi avoir aussi les typologies de boîtes que tu vises. Alors ça, je vais pas vous dire il faut que candidater dans tel type de boîte. En tout cas, ce que je sais, c'est que globalement, les grosses boîtes vont avoir des fiches de poste un peu plus rigides et des critères un peu plus stricts. Et du coup, des critères type, tu vois, parfois il y a des critères même, il faut avoir fait telle école. Ou bien il faut avoir tant d'années d'expérience. À l'inverse, si tu vas voir des boîtes plus petites, type startup, alors qu'il y a aussi ses inconvénients, hein, eux, ils vont être un peu plus ouverts justement à des profils un peu atypiques, parce qu'en fait, une startup, elle a toujours besoin de bras, il y a toujours trop de choses à faire. Et du coup, si elle voit un profil intéressant passer avec qui elle échange, même si t'es pas pile poil le fit avec la fiche de poste qu'elle avait créée, elle va se dire, ok, par contre, cette personne était super intéressante, elle avait telle qualité, tel truc, elle va forcément nous apporter quelque chose, on va lui trouver un rôle dans l'entreprise. Donc voilà, tu auras sans doute plus de chance avec des petites boîtes qu'avec des grosses boîtes qui vont être un peu trop rigides sur leurs critères. N'hésite pas à postuler à balle. C'est assez chiant, hein, je comprends, mais c'est un peu le jeu. En tout cas, quand tu es en reconversion. N'hésite pas aussi, mais bon, je me doute que tu le fais, hein, mais le réseau. Donc, tu vois, par exemple, là, les intervenants, les coachs et tout, eux, ils t'ont vu en action, ils te connaissent un peu. Donc, s'ils entendent parler d'une porte d'un de leurs collègues ou d'un de leurs contacts, ils seront plus à même de leur dire, au fait, moi, je peux te proposer Charlène. Bon, alors, ok, elle est en reconversion, mais maintenant, en fait, je peux te dire qu'elle a beau ne pas avoir les fameuses 2 années d'expérience, honnêtement, je m'en porte garant, machin truc. Donc, ne pas hésiter à passer par le réseau aussi comme ça. Donc, ça revient à miser sur la communauté. Et ouais, c'est un peu le jeu, quoi. On m'a conseillé d'enlever. Et ah oui, il y a aussi l'autre truc tout con, hein, c'est par exemple, hier, je faisais une séance de coaching avec une personne de la promo actuelle et elle avait une de ses expériences sur le CV qui était chef de projet digital, je crois. Je lui dis, OK, concrètement, qu'est-ce que tu as fait quand tu étais chef de projet digital? Elle me raconte son expérience. En fait, elle faisait un boulot de PO. On en revient au fait que souvent, vous avez fait du produit sans le savoir. Et en fait, je lui dis, c'est juste que concrètement, la boîte dans laquelle tu étais, elle devait pas trop connaître ce rôle, ce métier. Elle a mis chef de projet digital parce que c'est un peu le fourre-tout. Mais je lui dis concrètement, ce que tu as fait, c'est une mission de PO. Et du coup, je lui dis, sans être un imposteur, sans mentir sur ton CV, si tu veux, tu peux effacer chef de projet digital et mettre product owner. Et là, en fait, tu les as, tes 1 ou 2 ans d'expérience, quoi. Donc, c'est aussi de voir dans tes expériences passées. Alors, si tu fais une reconversion où c'était un métier qui avait rien à voir, tu pourras pas. Mais parfois, en fait, tu as peut-être fait quand même du PO par le passé. Et c'est pas parce que sur ton contrat de travail, c'était pas marqué PO que si concrètement le métier que tu as fait, c'était du PO, marque PO, quoi. C'est-à-dire, si demain, tu es embauché dans une boulangerie et que tout ce qu'on te demande, c'est de servir des steaks hachés, faut mieux marquer boucher sur ton CV que boulanger, quoi. Exemple un peu à la con, hein, mais donc rien que ça, si tu changes sur ton CV, chef de projet en PO ou des trucs comme ça, en fait, là, mécaniquement, les 2 ans d'expérience, elles vont apparaître et ça va peut-être faire moins peur aux recruteurs.
Aurélie, on m'a conseillé d'enlever toutes les expériences antérieures de mon CV. Ouais, c'est vrai que si elles sont pas utiles, tu peux presque les jarter. Souvent, surtout que le CV, parfois, faire une page, c'est pas évident. Et de ne laisser que les dernières expériences reliées au produit. PM en alternance, proxy product manager. Je me demande du coup s'il ne faudrait pas rajouter les anciennes expériences sur mon CV, même s'il fait 2 pages. Euh, Alors sinon, tu peux aussi faire un CV. Là, par exemple, il y a quelqu'un de la promo qui fait ça, c'est assez cool, qui fait un CV sur Figma, tu vois, c'est presque comme une appli mobile où tu te balades dans le profil du gars, etc. Et ça, ce qui est cool, c'est que t'as pas ce souci de one page. Donc à la limite, là, effectivement, tu peux mettre tout ce que tu veux. Le côté 1 ou 2 pages, c'est vrai que moi, je préfère une page parce qu'au-delà, c'est un peu un roman et ça dilue un peu tes expériences pertinentes. Maintenant, j'en reviens un peu au truc petite boîte versus grosse boîte. Peut-être qu'une grosse boîte, elle sera en mode, oh là, un CV de 2 pages, je mets à la poubelle. Peut-être qu'une startup où tu n'as même pas de RH, mais c'est plutôt les PM. Moi, par exemple, quand j'étais en startup, bah, je recevais les CV, je les lisais. Il n'y a pas de service RH. J'étais pas là à avoir des critères genre oh là là, là il a pas utilisé la même police de là à là, je jette le CV à la poubelle ou oh là là c'est 2 pages, je jette le CV à la poubelle. Euh, donc si tu postules à tu peux en fait personnaliser ton CV en fonction de la boîte à laquelle tu as postulé quoi. Tu peux te dire ah bah tiens là je me rends compte ça pourrait les intéresser mes expériences antérieures, je les rajoute. Là je pense que ça va les emmerder, je les mets pas. Moi mon conseil Amit ce serait plutôt sur ton CV de mettre que les trucs hyper impactants, genre effectivement que les expériences les plus pertinentes. Par contre sur ton LinkedIn là tu peux te faire plaisir et mettre tout ce que tu as. Ça, c'est pas un souci. L'autre petit conseil aussi, j'ai oublié de le mettre dans les slides, mais quand vous êtes en reconversion, c'est pourquoi pas aussi de viser une boîte qui était dans le même secteur métier que le métier que vous faisiez avant. Par exemple, je sais pas si vous étiez commercial dans l'énergie, bah ça vaut peut-être le coup de cibler des offres de POPM dans des boîtes du secteur de l'énergie, quoi. Parce qu'au moins vous aurez cette légitimité métier. Euh, voilà. Tac, j'enchaîne. Postuler, bah, c'est cool, ça fait une bonne transition avec les questions d'avant. Pareil, je me suis basé sur vos retours. J'ai un peu compilé tout ce que j'entendais. J'en ai mis quelques-uns ici. Je sais pas ce que je vaux sur le marché de l'emploi. Je sais pas ce qu'un recruteur va penser de moi. C'est pas mal parce que ça fait pas mal écho aux questions. J'ai peur de postuler. Je sais pas ce que je peux envisager comme salaire. Idéalement, j'aimerais X euros, mais je sais pas si c'est possible. Qu'en penses-tu? Donc, il y a beaucoup de questions sur le salaire souvent pendant les séances de coaching, ce qui est complètement légitime, hein, parce que bah, pour beaucoup, parfois, vous avez, je sais pas, 10 ans d'expérience sur des métiers divers et variés, et vous dites, bah tiens, maintenant, je vais postuler un job de PM, mais j'ai jamais été PM. Et en fait, bah, je me doute bien que je peux pas demander le salaire de quelqu'un qui a 10 ans d'expérience, parce que moi j'ai 10 ans d'expérience, mais zéro dans le produit. Et en même temps, bah, avoir le même salaire que quelqu'un, je sais pas, qui sortirait d'école, qui a zéro expérience en entreprise, bah, ce serait compliqué financièrement parce que, bah, je sais pas, moi j'ai des enfants, un prêt, et le gap il serait hyper fort par rapport à ce que j'avais avant. Et du coup, souvent, la question c'est bah, du coup, combien je peux demander? Bah, là-dessus, je repars un peu sur les fondements du product management, tout bêtement. Product management, ça repose sur 2 trucs, c'est la culture produit et l'agilité. Et on a 3 beaux piliers ensuite pour construire une jolie structure, c'est la vision, c'est-à-dire que quand vous êtes product manager, votre but c'est de créer une vision produit. L'empirisme, c'est de mettre rapidement un produit sur le marché pour voir ce qu'il vaut. Et l'adaptation, c'est être capable de rapidement s'adapter et de se dire bah merde, j'avais pris cette hypothèse, c'est pas bon, le marché il est plutôt par là, je vais aller là-bas. Bah en fait, vous êtes votre propre produit. Et du coup, l'idéal, c'est d'adapter un peu, d'appliquer ces 3 principes à vous, vous-même. C'est-à-dire qu'en gros, la meilleure manière de savoir ce que vous valez sur le marché, bah, c'est de vous mettre sur le marché. Donc c'est de postuler, de passer des entretiens, de voir bah, justement quel salaire on vous propose, d'aller dans un entretien et de dire au fait, voilà, en termes de présentation salariale, bah, moi je pensais à tant, qu'est-ce que vous en pensez? Mais en gros, c'est hyper dur pour les coachs de vous répondre parce que bah, vous êtes complètement hors norme. Alors, tout à l'heure, je vous disais, c'est cool, tout le monde est hors des sentiers battus, mais vous, c'est vrai que vous l'êtes encore plus. Et bah, vous pouvez pas rentrer dans des grilles de type, bah tiens, nous, on est capable de vous dire, par exemple, un PM qui a 5 ans d'XP, il peut à peu près avoir tant. Un PM qui a 10 ans d'XP, il peut avoir à peu près tant. Par contre, dire, bah tiens, une personne qui a ton profil, qui a fait, je sais pas, 12 ans en tant que commercial, qui aujourd'hui se reconvertit en PM, combien il peut demander sur le marché, c'est hyper dur. Ça rentre dans aucune grille et aucun standard. Et du coup, la meilleure manière d'avoir la réponse, enfin, ça reste une bonne idée de poser la question au coach, mais c'est vraiment de postuler pour avoir un max de retours concrets en fait du terrain et de pouvoir itérer. Donc ça, vraiment, n'hésitez pas. En fait, n'ayez pas peur de postuler en mode ah ouais, mais je sais pas ce que je vais pouvoir raconter parce que j'ai le syndrome de l'imposteur ou ah mais je sais pas combien je vais pouvoir demander comme salaire, donc je vais d'abord essayer de me renseigner. Non, franchement, allez-y et voyez ce qu'on vous propose.
Déjà, en plus, essayez, enfin, d'après ce que je vois dans le chat, c'est déjà pas forcément simple d'avoir les premiers entretiens. Mais si jamais vous en avez, bah, vous allez être fixé, quoi. On va vous donner des informations. Donc c'est hyper important d'avoir votre vision. Par exemple, souvent, moi, les gens ils me disaient, bah moi, pour le coup, ça peut pas être moins de temps, parce que moins de temps, bah, je peux plus vivre. Ah oui, ça c'est hyper important d'avoir ce truc, d'avoir votre propre limite, votre ligne rouge à pas franchir. Une fois que vous avez ce truc-là, bah, c'est cool, vous l'avez en tête. Allez postuler, discuter, etc. Et regardez en fait. Regardez si c'est à peu près aligné, pas aligné. Comment vous pourriez atteindre cette ligne rouge ou pas. Parfois vous êtes au-dessus aussi et tout va bien. Donc voilà, faut vraiment pas hésiter à postuler, à se confronter au marché. Et encore une fois, c'est ce qu'on va vous demander en fait en tant que product manager. Vous, en tant que product manager, vous allez formuler des hypothèses. Je veux dire, personne sait s'il va trouver le product market fit tant qu'il n'a pas mis le produit sur le marché. Tant que vous mettez pas le produit sur le marché, vous n'avez aucune idée de si vous allez trouver le fit. Là, c'est un peu pareil en fait. Tant que vous postulez pas, vous saurez jamais si oui ou non vous êtes employable, si oui ou non vous valez 60 000, 70 000, 100 000, 40 000, impossible. Tac, je vois une petite question pour le networking des vrais gens. J'écluse, j'inclus, bon, on va dire je recommande, je sais pas. Les apps Meetup, l'Eventbrite, ouais, pour tous les events pertinents en présentiel dans ma ville, en particulier ceux du chapitre Bretagne, French Produit, Agile Nantes. Ouais, carrément. Franchement, on a beaucoup de chance en France. Il y a une commu sur tout ce qui est produit et agilité qui est vraiment hyper actif. Je trouve ça vraiment top et hyper bienveillante aussi dans le bon sens du terme. Les gens sont hyper ouverts justement aux débutants. En fait, on a envie, nous, en tant que passionnés du produit, de l'agilité, de transmettre notre passion, quoi. Donc, on n'est pas là à se dire, ah, on veut que des experts et rester entre nous. On a envie d'aider les gens et d'en accueillir de plus en plus. Et donc, il y a plein de groupes LinkedIn. Il y a plein de profils LinkedIn à suivre aussi. Il y a plein d'events en physique, carrément. Alors, les Agile Tours, les Agiles des différentes villes. Enfin, il y a un nombre de trucs, c'est incroyable, des meet-up, etc. Moi, je suis plus à dire plus souvent non que oui, parce qu'en fait, à la fin, en termes de calendrier, c'est plus possible. Mais vous, franchement, allez-y, c'est top. Ça permet de voir les gens en physique. Et vous, ça vous permet un peu de casser cette barrière, justement, parce que si on voit juste votre CV, on va peut-être se dire, un peu junior. Mais en fait, si par contre on voit en physique, qu'on discute avec vous, là, on peut se dire, ah, ok, là, ça y est, je comprends. Oui, il y a un truc intéressant dans cette personne, quoi. Donc, c'est relou pour vous, ça vous demande un peu plus d'efforts que les autres. Mais n'hésitez pas à aller dans des events physiques. Ouais, Guillaume, c'est une super. Ou je sais plus qui a dit, non, Julien, pardon, c'est une super reco. Tac, soyez ouverts, c'est le dernier petit chapitre. En fait, en premier lieu, ayez un peu votre vision. Hein, j'en reviens un peu à, c'est ce que on va vous demander en tant que product manager. Ayez aussi votre vision à vous de qu'est-ce que vous voulez ou pas. Encore une fois, un entretien, c'est pas parce que vous êtes en reconversion que vous êtes en position de faiblesse. Un entretien, ça reste dans les deux sens. Donc l'entreprise va évaluer si oui ou non elle veut vous recruter, mais vous aussi, vous évaluez si oui ou non vous avez envie d'être dans cette entreprise-là. Donc n'hésitez pas aussi à vous faire votre petite scorecard. En gros, les critères qui pour vous sont importants ou pas, pour pas non plus rejoindre les boîtes n'importe comment, quoi. C'est un peu comme quand vous recherchez un logement, vous allez pas forcément dans le premier logement qu'on vous propose. Alors, si le truc est pourri, que la peinture est dégueu, vous allez pas y aller. Là, vous pouvez lister un peu vos critères à vous. Les recruteurs, c'est ce qu'ils font, hein. Vous pouvez aussi le faire de votre côté. Ça vous permet vraiment de voir justement où est-ce que vous voulez postuler et de confronter en fait cette scorecard au marché. Si vous voyez que par exemple avec vos critères, vous avez jamais aucun entretien, on vous dit non tout le temps, vous rencontrez des murs, peut-être que votre scorecard elle est un petit peu trop restrictive, quoi. Parfois quand on recherche un logement, on se met 20 critères, on va sur se loger, merde, il y a rien. Bon qu'est-ce qu'on fait? On retire les critères les moins importants à nos yeux. Mais en un, on a bien fait ce travail d'avoir nos critères pour être sûr de trouver quand même un fit par rapport à ce qu'on recherche. Donc ça, c'est plutôt la première démarche. Maintenant, il faut rester ouvert. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que vous restez junior dans le domaine du produit, hein, pas forcément dans le domaine global du boulot en entreprise, parce que souvent vous avez vécu plein d'autres trucs avant assez cool, mais dans le secteur du produit, factuellement vous êtes junior. Donc forcément, il faut quand même être assez ouvert. Ça veut pas dire accepter n'importe quoi, mais ça veut dire au moins être ouvert à discuter ou à se renseigner sur des choses différentes. Parce que parfois on en a une certaine image, mais c'est pas forcément la bonne. Le truc hyper cool dans le domaine du produit, c'est que c'est très poreux et qu'il y a plein de métiers qui existent. Il y a 10 ans, globalement, il y avait que product owner ou product manager qui existait comme métier. Aujourd'hui, en fait, plus ce boulot commence à devenir mature, plus les entreprises commencent aussi à grossir et donc à avoir des équipes spécialisées, plus on a des métiers spécialisés dans le domaine du produit. Il y a des product data, il y a des product marketing managers, il y a des product designers, des product ops, des product growth.
des technical product managers. Enfin, en gros, vous mettez product plus ce que vous voulez après. Globalement, ça existe ou ça va exister dans pas longtemps comme métier. Et ça, c'est cool. Et ça fait qu'en fait, parfois, peut-être que, je sais pas, si vous avez fait 10 ans du marketing et que vous voulez aller dans le secteur du produit, peut-être qu'une première étape qui est plus simple pour vous, c'est de postuler à des offres de product marketing manager. Si vous avez été dev, peut-être que d'abord aller vers des boulots de technical product manager, c'est un premier pas qui est plus simple avant de faire le pas d'après. Et donc ça, faut pas hésiter à rester ouvert et à pas forcément rester cantonné sur son non, mais moi je veux que être PM. Non. Et l'autre truc aussi d'ailleurs, c'est moi je veux être PM, je veux pas être PO. Alors ça, je pourrais en faire une conf dédiée, mais PO et PM c'est pareil. Ou en tout cas les boîtes qui le différencient, c'est les boîtes qui n'ont pas bien compris le métier de product manager. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à être curieux et à regarder voilà, les autres métiers du domaine du produit, d'autant que c'est hyper poreux entre chaque secteur. Donc en gros, et ça va avec le dernier petit bullet point, mais il n'y a aucun choix qui est engageant. Moi j'ai l'impression parfois quand je discute en séance de coaching, les gens ils se disent je suis en reconversion et du coup le premier poste que je vais avoir après ma reconversion, il va être déterminant et déterminer mon parcours pour les 20 prochaines années. Non, relax, il n'y a aucun souci. Si ça se trouve, dans 1 an, 2 ans, vous allez changer pour X ou Y raison. Ou bien vous allez rester 10 ans dans ce truc-là, comme vous voulez. Mais il n'y a rien qui est engageant. Vous pouvez changer. Vous pouvez passer de product marketing manager à product manager, à product designer. Voilà, c'est assez poreux. Il y a aussi plein de nouveaux métiers qui vont apparaître, je pense. C'est un métier qui change hyper vite. Donc voilà, là-dessus, faut rester chill. Vous pouvez, il y a aussi il y a des développeurs qui passent PM, il y a des PM qui passent développeurs, il y a des Scrum Masters qui passent PM. Enfin voilà, c'est quand même tout ça et c'est des vases communicants. Donc faut être assez relax là-dessus. Et du coup, voilà, s'il y a un truc qui vous tente, vous n'êtes pas sûr à 100%, mais ça vous tente, la boîte a l'air cool et tout, à la limite, allez-y quoi. Et vous tirerez des conclusions. C'est toujours pareil, c'est l'empirisme, c'est d'essayer, d'apprendre et ensuite d'en tirer des conclusions. Et du coup, je peux regarder vos petits messages sur le chat. Merci d'avoir parlé du syndrome de l'imposteur des PM. Je suis passé PM en interne venant du métier sans savoir où je m'embarquais et sans rien y comprendre à la tech data. Gros SI et inconfort pendant 1 an où j'ai dû tout apprendre sur le tas, mais j'ai survécu et finalement c'est passionnant. Voilà, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que sans avoir fait une reconversion ou un bootcamp ou ce genre de truc, parfois, ouais, en interne, on va te proposer de passer de tel service à tel service. Tu sais pas trop dans quoi tu mets les pieds comme tu as dit, ça s'est bien passé quoi. Et puis les gens, ils s'attendent pas à ce que vous soyez opérationnel du jour au lendemain. Encore une fois, s'ils savent que vous êtes junior, ils savent que vous n'allez pas être le roi du PM dès le début quoi. Donc pas de souci Guillaume, mais c'est cool ton témoignage. Julien, éclusé et du français. Ah, il y a même du métier associé éclusier, je vous laisse Wikipédia. J'irai regarder. Daria, quels sont selon vous les red flags lors d'un recrutement ou même dans la description du poste? Est-ce que tu parles d'un red flag, genre moi en tant que recruteur, quand je lis ton CV, qu'est-ce qui serait un red flag selon moi, ou plutôt dans l'autre sens? Je vais prendre la question dans l'autre sens, mais quand moi je regarde des fiches de poste, les red flags que j'ai, c'est par exemple les offres où ce serait marqué par exemple chef de projet / product manager ou chef de projet / product owner. Ça, moi, c'est un red flag parce que ça veut dire que justement, ils n'ont pas compris la différence entre un chef de projet et un product manager, alors que c'est justement tout l'enjeu du truc, quoi. Donc ça, moi, je suis en mode ok, bon je vais pas postuler, quoi. Ça, pour moi, c'est un red flag. Les trucs aussi où globalement tous les trucs où ils te mélangent 2 postes, genre Scrum Master Product Owner, ça veut rien dire, c'est quand même des métiers différents. Toi, tu as fait un bootcamp justement pour avoir le métier de product manager, pas être chef de projet. Donc ça, c'est un gros red flag selon moi. C'est le premier qui me vient. Julien, et finalement, on a dit les 5 erreurs à éviter. Les 5 erreurs à éviter, du coup, c'est arrête de te flageller, de s'auto-flageller et de croire que tu es un imposteur. Ça, c'est une erreur. De pas miser sur la commu. Voilà, de rester dans ton coin tout seul et de pas être ouvert sur la commu. Hop, je te les remets. Tac. D'avoir un pitch fade. Voilà, grosse erreur d'avoir un pitch fade, de pas mettre en avant ta singularité, de pas postuler, de pas vouloir franchir le pas, de vouloir en gros, mais c'est un peu la différence justement entre une culture un peu projet et produit, mais de vouloir résoudre toutes les questions et penser qu'on va réussir à valider toutes nos hypothèses avant de se lancer. La seule manière de le faire, c'est de se lancer, quoi. Et d'être trop exigeant sur tes critères.
Merci pour la réponse, Daria. Bah, je t'en prie, pas de problème. Vincent, province hors Marseille, Lyon, grosse ville. Ah pardon, j'avais pas vu ta question d'avant. J'ai l'impression qu'il n'y a pas ou très peu d'opportunités en province, qu'en penses-tu? Bah, ça dépend. Enfin oui, globalement, si tu regardes toutes les études genre, The Product Conf, enfin la Product Conf, The Product Crew et tout, c'est clair que c'est centralisé sur Paris. Je trouve ça assez dommage, mais oui, c'est une réalité. Maintenant, d'une part, c'est quand même un job qui se fait bien en remote. Donc en fait, tu as quand même beaucoup de boîtes qui sont ouvertes sur le remote. Donc ça, c'est plutôt cool. Et l'autre truc, moi, maintenant que je suis passé freelance depuis 2 ans, bah en fait, d'une certaine manière, je suis un peu comme vous à devoir miser sur la communauté et me faire un réseau et voilà, parce que sinon j'existe pas. Et du coup, bah, je vois qu'il y a énormément d'initiatives qui existent en province. Je trouve ça vraiment top. L'autre jour, par exemple, j'étais à un webinaire où des gens faisaient un rec sur le Agile Niort. C'est voilà 2 jours d'événements, de confs, d'ateliers, de gens qui viennent partager plein d'infos super cool sur l'agilité et le produit à Niort, quoi. Enfin, moi, je me disais, mais Niort, à part des assurances, il y a rien. Et finalement, si, c'était hyper bluffant, c'était hyper actif. Et en fait, plus ça va, plus je vois qu'il y a plein d'initiatives en province. Par exemple, en tout ce qui est Lyon, il y a pas mal de trucs. Grenoble, enfin même Grenoble, il y a plus qu'à Lyon. Grenoble, il y a pas mal d'initiatives. Faut aller les dénicher, quoi. C'est juste que ça n'a pas toujours beaucoup de visibilité. Mais hésite pas à la limite, tu vois, si tu vas sur LinkedIn, tu recherches Product Manager région Lyon. Et à la limite, tu ajoutes les gens, il n'y a aucun souci, tu les ajoutes, tu leur envoies un petit message. Et puis voilà, et puis après, si tu veux, on peut aussi passer en MP. Moi, je connais 1 ou 2 personnes sur Grenoble qui justement sont freelance et essayent d'animer des commus comme ça sur la région. Donc, plutôt bonne surprise, je trouve que ça commence à se décentraliser. Aurélie, que faire lors d'un de attends, merde, ça a scrollé. Que faire lors d'un job PMPO junior mais qu'on n'a pas d'accompagnement pour l'entreprise? Comment se débrouiller? Surtout, est-il possible de détecter lors d'entretien? Donc de ce que je comprends, c'est ouais, t'es un peu first PO PM, t'es un peu livré à toi-même et il n'y a pas grand monde dans l'entreprise pour t'aider. Ah bah à la limite, ça va sur la question de Daria de tout à l'heure aussi en termes de red flag. Ce qui est une bonne question à poser en entretien, et c'est un truc que tu peux détecter là, c'est bah, c'est quoi un peu c'est quoi l'orga des équipes, c'est quoi l'orga de l'entreprise, pour savoir un peu justement, est-ce que tu vas être tout seul livré à toi-même, est-ce qu'il y a d'autres personnes, et ce que tu peux identifier que souvent comme red flag, c'est s'il y a zéro, par exemple si l'équipe elle te dit, si l'entreprise elle est en Scrum et qu'elle te dit qu'elle a zéro Scrum Master, dire c'est un peu bizarre, c'est vous avez décidé de passer en Scrum et le gars dans l'intitulé de son poste, il y a quand même marqué Scrum Master, genre c'est le maître du Scrum, on se dit qu'on n'a pas besoin. Bah ça souvent c'est un red flag parce que ça veut dire que justement ils ont pas forcément bien pigé l'approche et que du coup toi en tant que PO, PM, beaucoup de trucs vont être sur tes épaules et donc si t'es junior ça va être encore pire. Moi je sais que quand j'étais junior j'ai énormément progressé parce que justement il y avait un Scrum Master coach agile et en fait bah, il m'a appris des tas de trucs, c'était un vrai soutien. Et ça fait que toi, tu peux te concentrer sur la partie produit. Lui, il est là sur la partie efficacité des équipes, agilité. Et c'est top, quoi. Une manière de bien grandir dans l'entreprise, ouais, c'est si tu as une sorte de mentor, quoi. Si tu as une personne qui peut te tirer vers le haut, c'est un accélérateur et tu gagnes des années et des années. Euh, donc ouais, ça en entretien, bah, pose la question tout simplement. Il y a combien d'autres personnes PM, PO? Est-ce qu'il y a des coachs agiles? Si j'ai une question demain, vers qui je peux me tourner? Ce genre de truc. Tiens, est-ce que comment aujourd'hui vous assurez la formation de vos employés? Des questions comme ça. Euh, Après, à la limite, l'avantage que tu as en PM, PO junior, c'est qu'au moins, enfin, quand tu es le premier PM, par contre, c'est dur, mais tu apprends énormément de trucs. Parce que bah, du coup, tu vas aussi apprendre sur le tas, tu vas apprendre de ton côté. Donc c'est dur, mais tu apprends plein de trucs. Voilà. Tac, tac, tac. Pareil pour la fin. Ciao, un grand merci. Bah, ciao, Julien, Vincent. Je vais partir en recherche d'event du côté Toulon. Ah, ok. Bah, Toulon, j'en sais rien. Il y a sans doute des trucs. Je suis pas au courant, mais n'hésite pas, ouais. Franchement, il y a sans doute des trucs. Pourriez-vous parler des red flags dans l'autre sens? Donc, si moi je suis recruteur, bah, typiquement un peu dans la même veine, hein, mais si en haut de ton CV, comme intitulé de poste que tu recherches, tu marques je cherche un poste de chef de projet product owner, je vais me dire bah merde, elle a fait un bootcamp sur le sur le produit et elle a pas compris la différence. Donc ça c'est un red flag. Tu aurais quoi d'autre comme red flag? Les red flags qu'on peut trouver, c'est qu'en fait, product manager, tu seras pas manager, tu seras manager du produit mais pas des gens.
Et du coup, un red flag, ça pourrait être si on décèle dans ton profil que tu es quelqu'un de trop directif, qui veut du pouvoir, qui veut un ascendant hiérarchique. Tu vois, si tu mets tout le temps en avant. L'autre jour, je coachais quelqu'un, il me disait, ah ben moi, j'aime manager, j'aime diriger, donc je pense que je serai un bon product manager. Je lui dis, attends, fais gaffe, parce que product manager, tu vas diriger personne, en fait. Tu vas coordonner des gens, tu vas fédérer des gens, tu vas aligner des gens, mais sans aucun pouvoir hiérarchique, juste plutôt par la force de ton discours et de ta vision. Euh, donc un red flag, ça pourrait être de se dire, cette personne, ça a l'air d'être quelqu'un qui veut vraiment du pouvoir hiérarchique. Bah, ça pas fou. Si tu mélanges les intitulés de job, comme d'hab, quoi d'autre, red flag sur le CV comme ça. Bah, si ton pitch est vraiment fade, moi je me dis bon, ça me donne pas trop envie. En fait, moi à la limite, je pourrais lire que le pitch, et si le pitch il me donne envie, bah, je me dis cool, je l'invite en entretien et je discute avec elle. Euh, ouais, là comme ça, c'est les trucs qui me viennent. Et je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Bah, tant mieux qu'il n'y ait pas d'autres questions parce qu'on a bien dépassé le temps. Et je sens que si je te laisse, on y est pour la journée. Mais bon, quelque part, tant mieux. C'est une bonne chose. En tout cas, pour ceux qui sont déjà dans la commune, entre guillemets, de Maestro, bah, n'hésitez pas à poser vos questions à Benoît s'il veut y répondre. Ouais. Ou à d'autres personnes qui pourraient être votre interlocuteur sur celle-ci. En tout cas, c'est trop cool. Merci beaucoup, Benoît, pour toutes ces infos qui sont toujours utiles, même pour moi. Donc, moi, je vais juste vous mettre un autre petit sondage, juste pour voir aussi qui pourrait être potentiellement intéressé par des formations chez Maestro ou autre, ou pas, d'ailleurs. Du coup, qui va être obligatoire à remplir. Je sais qu'il y en a déjà qui l'ont déjà fait, mais bon, voilà. Je le fais quand même. Et est-ce que moi je peux me permettre de demander un mini sondage ou pas? Oui, carrément. Tu peux mettre un sondage. Moi, c'est un petit rôti de 1 à 5. 1, j'ai perdu mon temps. 5, j'ai bien fait de venir. Je suis chaud. À chaque fois, je fais ça à la fin des formations pour prendre la température. Carrément. Tu veux l'ajouter? Ouais, ou alors juste dans le chat, vous mettez soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5. Voilà, en fonction du temps que vous avez investi, à quel point il était rentable ou pas. Et moi, ça m'aide juste à savoir si j'ai été utile ou s'il faut que j'aille faire autre chose. Bah, j'espère que la réponse sera plutôt la première. En tout cas, moi, je suis sur un 5, personnellement. Mais t'es pas l'audience. Non, je sais, mais on peut essayer. Ah, cool, merci aux gens. Tu as une bonne moyenne. Yes, ok, Il y a cool. 3, mais sinon, c'est que des 5. Yes, j'irai un peu discuter avec la personne pour comprendre comment je peux mieux faire. Complet. Bah, trop bien, merci. Bonne journée et bonne journée à tous. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Ciao, merci à vous.